Bonjour, je continue mon cours de physiologie de la reproduction avec cette deuxième vidéo et dans cette vidéo je vais traiter le deuxième volet du plan de mon cours qui est intitulé folliculogénèse ovarienne et son contrôle hormonal. Alors on a deux processus importants dans l'ovaire des mammifères. On a l'ovogénèse, c'est un ensemble de processus qui aboutissent à la formation et le développement des ovocytes qui sont fécondables. Et le deuxième phénomène, le deuxième processus, c'est intitulé la folliculogénèse. C'est le développement des follicules. Alors, on assiste à un certain nombre de phénomènes dans cette folliculogénèse qui assurent la croissance et la maturation des follicules. Ce sont des processus biologiques ou c'est un processus biologique qui est continu, qui est lent, qui peut aller jusqu'à plusieurs mois et qui est cyclique et très sélectif. Très sélectif dans le sens où la majorité des follicules subissent l'atrésie. Donc ils meurent. On va voir ça à la fin du cours. Je vais vous expliquer le terme atrésie. Alors justement, 99% de ces follicules meurent. La folliculogénèse commence avec le follicule primordial et comprend de nombreuses étapes qui aboutissent à l'ovulation ou à l'atrésie. Les cellules folliculaires exercent des fonctions à la fois trophiques et endocrines, intervenant dans la maturation ovocytaire et l'ovulation. Ici, je présente une coupe histologique de l'ovaire, observée au microscope optique. Alors, c'est ça l'ovaire avec son cortex. Et c'est au niveau cortical qu'on va trouver les follicules les plus petits, les follicules primordiaux. Et vers le centre, on a les follicules en maturation, en cours de maturation. Et ici, on a le follicule mûr qui va pouvoir par la suite ovuler. Une fois le follicule ovule, il devient un corps jaune. Il exerce son activité pendant la période lutéale, on va voir ça tout à l'heure. Et à la fin du cycle, il est dégénéré. Donc, il est détruit. C'est la lutéolyse. Et on assiste à un corps jaune dégénéré qu'on peut observer aussi en microscope optique au niveau ovarien. Sur le plan schématique, donc une coupe schématique de l'ovaire pour vous montrer ces choses-là. Alors, on a les follicules, on a dit les follicules primordiaux se trouvent au niveau du cortex ovarien et les follicules qui commencent à devenir plus grands et donc vont par la suite maturer et ovuler par la suite. Donc, ces follicules entrent à l'intérieur pour la cinétique de croissance. On va la voir ici au niveau, plus au niveau de l'intérieur de l'ovaire. Alors, on a différentes catégories de follicules, des follicules primordiaux, les tout petits, les follicules primaires et les follicules secondaires. Alors, ce sont des follicules qui n'ont pas de cavité. Ce sont des follicules qui n'ont pas de cavité. D'accord? Ok? Ce sont donc des follicules nommés non cavitaires. Ils n'ont pas de cavité. Le follicule primordial, le primaire et le secondaire. Alors, les follicules qui commencent à avoir une cavité, ce sont les follicules tertiaires. Et la cavité, on l'appelle l'antre folliculaire. Et donc, ce sont des follicules antraux, d'accord? Des follicules antraux ou aussi nommés cavitaires. D'accord? On a donc ici le follicule tertiaire qui va devenir mature et devenir le follicule de 2 Graves qui par la suite, il va ovuler. D'accord? Lors de l'ovulation, on a l'expulsion de l'ovocyte. Et donc, une fois ovulé, il se lutéinise et se transforme en corps jaune. Le corps jaune reste actif, puis à la fin du cycle, il est détruit et il devient le corpus albicans. D'accord? Le corps blanc. C'est le corps blanc. Alors, ces follicules, on va les présenter sur le plan histologique pour voir la différence, les différents types de follicules. On a des follicules qui n'ont pas de cavité, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc qui sont sains, c'est-à-dire qu'ils ont l'entité, toute la totalité des couches des cellules de granulosa, hein, qui sont à l'état normal et bien sûr à l'état actif. Et donc,
Voilà, donc ça c'est un follicule normal. Ensuite, on a à la base, on a la lame basale et on a en dessous la granule, à savoir que la granulosa c'est un tissu épithélial. Et en dessous, on a le tissu conjonctif qui, dans le cas du follicule ovarien, s'appelle la thèque interne. Et en dessous, on a la thèque externe. D'accord? Une thèque interne qui est vascularisée, qui est riche en vaisseaux sanguins, une thèque externe qui est fibreuse, et la granulosa n'est pas vascularisée, comme vous le savez. On a vu ça en histologie, dans le cours d'histologie en première année, que c'est un tissu épithélial, donc le tissu épithélial n'est pas, bien sûr, le tissu épithélial n'est pas vascularisé. Et ici, on a l'ovocyte. C'est un follicule qui est sain. Il a toute son entité de granulosa. Alors, le follicule préovulatoire sain, il est tertiaire, donc cavitaire, d'accord? Alors, on a une grande cavité ici, ok? Ça, c'est l'ovocyte qui est entouré par la zone pellucide. Ça, c'est le noyau de l'ovocyte. Et ça, c'est le gamète femelle, donc c'est l'ovocyte. C'est son noyau. Et il est entouré de cellules folliculaires, ce sont les cellules granuleuses, les cellules de la granulosa. Ici, ils sont appelés le cumulus cette zone est appelée le cumulus euphorus. Et ici, ça s'appelle la zone de la corona radiata. D'accord? Et autour, on a une sorte de bande circulaire autour de l'ovocyte qui s'appelle la zone pellucide. D'accord? Sachant que à ce stade-là, l'ovocyte est bloqué au stade ovocyte 2. La méiose est bloquée au stade ovocyte 2. D'accord? Justement, bien sûr, on a au niveau de l'ovogénèse, on va voir ça au niveau de l'ovogénèse. Alors, ici, on représente schématiquement l'ovogénèse et la folliculogénèse. Alors, l'ovogénèse, ici, elle commence, bien sûr, au niveau déjà des gonades femelles, donc à l'état embryonnaire puis fœtal, d'accord? Eh bien, on a à l'état embryonnaire la différenciation sexuelle, les cellules germinales qui vont donner les gonocytes femelles, d'accord? Et ensuite, on obtient les ovogonies. Les ovogonies, ce sont les cellules qui vont s'engager dans la méiose pour donner par la suite les ovules. Alors, on a dans la méiose, comme vous le savez, il y a deux étapes, l'étape de la division réductionnelle et la division équationnelle. D'accord? Eh bien, au niveau de la folliculogénèse, d'accord? Au niveau de la folliculogénèse, jusqu'à la naissance, on a les follicules primordiaux. Donc, on a les follicules tout petits, les follicules primordiaux. D'accord? Et par la suite, on a le développement de ces follicules lors de la vie de la femelle. On va voir ça tout à l'heure au niveau de la folliculogénèse. Alors, et c'est au niveau de la puberté que le follicule mature de Graaff va par la suite ovuler suite au pic de LH. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et qui va pouvoir féconder, bien sûr, qui va pouvoir être fécondé par le spermatozoïde lors de la fécondation, bien sûr. Et donc, on assiste à la maturation finale de l'ovocyte 2 en ovule, bien sûr, après le pic de LH, parce que l'ovocyte, c'est-à-dire que le follicule, l'ovocyte dans le follicule préovulatoire reste bloqué au stade ovocyte 2. D'accord, jusqu'au pic de LH où ce blocage est levé lors de l'ovulation. Voilà. Alors, on va voir deux types de folliculogénèse. Une folliculogénèse qui se passe chez la femme, donc les folliculogénèses humaines, et chez une espèce de mammifère domestique, la vache. D'accord? Alors, chez la femme, regardez, donc, on parle de folliculogénèse, donc un développement folliculaire. Regardez, dans ce développement folliculaire, on a la croissance, deux types de croissance. Une croissance initiale, ici une croissance initiale avec une croissance basale qui continue, c'est toujours la croissance initiale. Et ici, à partir de là, on a la croissance terminale. La croissance terminale, elle débute quand? Elle débute au début du cycle. Regardez, ici 14 jours, ça correspond à la phase du développement folliculaire, la phase folliculaire dans le cycle de la femme.
d'accord? Et ici, on va assister à l'ovulation. Donc, la première moitié du cycle, c'est 14 jours. Et on a la croissance terminale. Qu'est-ce qui se passe dans cette croissance terminale? On a un certain nombre de follicules qui sont recrutés, c'est-à-dire engagés dans une croissance terminale, d'accord? Un follicule, parmi ces follicules-là, il est sélectionné. Quand il atteint un stade de développement au niveau du diamètre, donc de 10 mm, et les autres follicules, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont subir l'atrésie, ils vont mourir. Et c'est lui qui est sélectionné pour par la suite maturer et devenir pré-ovulatoire de 2 Graves et donc ovuler. D'accord? Et donc, on assiste à 3 phénomènes, le recrutement, la sélection et la dominance, et donc pendant cette phase folliculaire, et ça correspond à la croissance terminale des follicules. D'accord? Alors, ces follicules-là, bien sûr, ils présentent une cavité. Donc, c'est le follicule tertiaire qui est engagé dans cette croissance terminale. D'accord? Il a une cavité et à ce stade, il a une taille de 2 à 5 mm. D'accord? Chez l'humain. Avant ça, on assiste à la croissance initiale. Regardez, ça, c'est les cycles. Et regardez la croissance initiale, elle peut durer plusieurs mois. Plusieurs mois. Regardez, pour le développement du stade du follicule secondaire au follicule qui n'a pas de cavité, au follicule cavitaire, ça prend plus que 2 mois. Alors, 2 mois et 11 jours. 71 jours. D'accord? Et pour le passage du follicule primaire au follicule secondaire, d'accord? Le follicule primaire, il a 2,5 microns. Il a besoin de plus de 4 mois, 120 jours. D'accord? Ça se passe au niveau de l'ovaire. D'accord? Et bien sûr, avant ça, on a le développement du follicule primordial. Alors, le recrutement, quels sont les follicules qui sont recrutés pour s'engager dans une croissance initiale? Eh bien, la période n'est pas connue. D'accord? Ça peut être c'est-à-dire beaucoup plus long que 4 mois, hein, plusieurs mois, on ne le sait pas chez l'humain. D'accord? Alors, le nombre de jours est inconnu. Le nombre de jours est inconnu pour le développement de ces follicules qui vont par la suite être engagés et devenir primaires, d'accord, du stade primordial au stade primaire. Cette durée-là n'est pas connue. Le développement du stade primordial au stade primaire. Alors, juste à partir du stade primaire jusqu'au stade cavitaire qui va s'engager dans le cycle, eh bien, c'est une durée de presque 200 jours. Voilà. Maintenant, chez la vache, eh bien, la croissance terminale, ici le jour 1, la croissance terminale, c'est au niveau du cycle, d'accord? La phase folliculaire du cycle dure 17 jours, et ça c'est la phase lutéale. La phase lutéale du cycle dure 17 jours, et à la fin de la phase lutéale, on a l'ovulation, à la fin de la phase lutéale, et qui correspond justement au développement folliculaire. On va voir ça tout à l'heure, au développement folliculaire. Alors la phase lutéale, elle dure 17 jours, et la phase folliculaire, elle dure 3 à 4 jours. Et donc, la durée du cycle est de 21 jours. Pour le moment, retenez que la croissance terminale se fait donc pendant cette période-là. Regardez, pour passer du follicule cavitaire antral jusqu'au follicule ici plus mature, eh bien, ça prend une dizaine de jours. Et du follicule mature au follicule pré-ovulatoire, alors ça, c'est des illustrations schématiques, bien sûr. D'accord? Et donc, ça prend 7 jours. Alors ça correspond, les chiffres ici correspondent aux tailles, et donc ça c'est le diamètre du follicule. Alors, à ce stade pré-ovulatoire, le follicule, il mesure de 13 à 16 mm, il a 3 à 4 mm au stade qui n'est pas pré-ovulatoire, donc un stade moins développé, et donc 3 à 4 mm. Okay? Et le follicule antral, c'est 25 microns. D'accord? Il a 25 microns. Et donc, ça prend 1 mois pour passer du follicule pré-antral, donc pré-cavitaire, au follicule cavitaire, pour donner donc une taille de 25 microns. Ça prend 1 mois. D'accord? Voilà. Et au stade pré-antral, il a 0,1 micron.
Ça, c'est des microns ici. Hein. Ok. Ici, c'est des millimètres. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui détermine ou qu'est-ce qui contrôle ce passage de la croissance initiale à la croissance terminale et ce développement folliculaire, il est géré par les hormones. Alors on va voir ça sur cette image. Eh bien, on a représenté schématiquement un ovaire, ça c'est l'ovaire, qui contient un ensemble de follicules. Regardez, avant cette ligne-là verticale, il y a des follicules qui n'ont pas de cavité. La cavité, je vais les représenter en jaune. L'antre folliculaire, ou antre en anglais, l'antre, je l'ai représenté en jaune. D'accord? Et donc ici, c'est des follicules qui n'ont pas de cavité. Chez toutes les espèces, ils ont moins de 200 microns. D'accord? Les follicules qui n'ont pas de cavité. Et à partir de ce stade-là, donc à partir de 200 microns, ces follicules vont commencer un développement folliculaire jusqu'à la croissance terminale. C'est-à-dire qu'avant ça, on a la croissance initiale des follicules et qui peut durer jusqu'à 6 mois. Ça dépend des espèces. Alors j'ai donné ici des titres d'exemple, à titre d'exemple pour cette phase-là, donc la croissance terminale, et je répète, la croissance terminale, on est dans le cycle, d'accord? Alors chez la femme, elle dure 14 jours, chez la brebis, donc en anglais, chez la brebis, c'est 2 à 3 jours, cause la vache, c'est 5 à 5 jours, et chez la femelle du rat, donc la rate, 4 à 5 jours, d'accord? Qu'est-ce qui régule l'entrée en croissance initiale et terminale? Eh bien, au niveau de la croissance terminale, ce sont les hormones gonadotropes. La croissance terminale, j'ai dit ici, gonadotropie dependency, c'est-à-dire que cette croissance terminale dépend des hormones gonadotropes. D'accord? Alors, chez la femme, le follicule passe en croissance terminale quand il a à peu près 5 mm, chez la brebis 2 à 3 mm, chez la vache 5 mm et chez la rate 200 microns. D'accord? Donc là, ça dépend des espèces. D'accord? Quelles sont ces hormones gonadotropes qui interviennent dans ce développement folliculaire? Eh bien, c'est la FSH et la LH. D'accord? Qui gère, qui contrôle l'entrée en croissance terminale des follicules. Avant ça, ce sont d'autres facteurs qui interviennent. Certains sont connus comme le GDF, c'est un facteur de croissance et de différenciation type 9, le facteur de croissance et de différenciation, growth c'est croissance, différenciation type 9, le GDF9, et qui est produit par l'ovocyte, qui est sécrété par l'ovocyte. Un autre facteur, le stem cell factor ou KIT ligand, qui est exprimé aussi par les cellules de granulosa. Ça, c'est connu. Mais dans cette période-là, on pose des hypothèses. Probablement, d'autres facteurs peuvent intervenir, comme le FGF, le EGF, Epidermal Growth Factor, le facteur de croissance épidermique, et le facteur de croissance insulinique type 1 aussi. Donc, il y a ici des hypothèses. Voilà. Alors maintenant, on passe à cette croissance terminale des follicules et donc on va s'engager dans l'explication de ce qui se passe au niveau du cycle. D'accord? Alors, croissance terminale des follicules, on assiste dans cette croissance terminale de follicules à des vagues de croissance folliculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Une vague, elle contient 3 phases. D'accord? La phase de recrutement, la phase de sélection et la phase de dominance. Qu'est-ce que ça veut dire recrutement? C'est l'entrée en croissance terminale de la cohorte. La cohorte, c'est le groupe de follicules qui dépendent de gonadotropine, qui vont dépendre des gonadotropines. Un follicule ou plusieurs selon l'espèce est sélectionné, c'est la sélection. Donc, c'est l'émergence. L'émergence, c'est-à-dire la sélection, ou entre guillemets le choix d'un follicule ou plusieurs follicules, ou des follicules ovulatoires parmi les follicules qui sont recrutés. D'accord? Un follicule chez les espèces mono-ovulatoires, comme par exemple la femme et la vache, plusieurs follicules chez les espèces polyovulatoires, par exemple le rat, la souris. D'accord? Et la phase de dominance, une fois le follicule il est sélectionné, il continue sa croissance et il domine les autres follicules. Et c'est lui qui est éligible pour l'ovulation. Et donc,
qu'est-ce qu'il va faire pour les autres follicules? Il va dominer les autres follicules. Il a donc un impact sur les autres follicules qui vont régresser. Et donc, on assiste à la régression des follicules qui ne sont pas sélectionnés. Et donc, ils vont mourir par le phénomène d'atrésie que je vais expliquer tout à l'heure. Je représente ici une illustration schématique de la croissance terminale des follicules chez la vache. Donc, des vagues, on a des vagues de croissance folliculaire. Chez la vache, la durée de cycle est de 21 jours. Regardez, on le commence par ici, 1. Donc, on n'a pas mis l'échelle, donc on l'a arrêté ici pour montrer juste donc, les 3 premiers jours, puis jusqu'à 18 jours, 17-18 jours. Alors, la phase lutéale, elle dure autour de 17 jours. Ensuite, on assiste à la phase folliculaire, qui commence ici. Et à partir de là, cette phase folliculaire, on l'a reprise ici dans l'autre sens, dans l'autre bout. Alors, c'est juste pour expliquer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la phase lutéale. Et ça, c'est la deuxième partie de la phase folliculaire. Et donc, c'est toujours la phase folliculaire. Voilà. Donc, au niveau de cette phase lutéale, on va voir qu'il y a des vagues de croissance folliculaire. Alors, une vague, c'est ça, tout ça. Ça, c'est une vague. Et ça, c'est la deuxième vague. D'accord? Eh bien, cette première vague contient, comme on a dit, 3 phases: recrutement, sélection, dominance. Eh bien, c'est ça. Un ensemble de follicules que j'ai représentés en petits disques noirs qui sont recrutés R pour recrutement. D'accord? Ils commencent à subir une croissance terminale. Ils augmentent de taille. Et bien sûr, la granulosa commence à ses mitoses et donc augmentation du nombre de cellules de granulosa au niveau du follicule. D'accord? Et à un moment donné, un follicule parmi ces groupes de follicules, ce groupe de follicules est sélectionné. Une fois il est sélectionné, il va influencer les autres dans le sens qu'ils vont régresser. Et donc, ces follicules-là vont régresser et lui, il va continuer sa croissance. C'est-à-dire, donc S pour sélection, c'est-à-dire qu'il va augmenter de taille et bien sûr, beaucoup plus de cellules de granulosa au niveau de la couche interne ici, au niveau de la couche de granulosa. D'accord? Et il continue sa maturation. Mais, selon ce qui se passe au niveau du sang, selon l'environnement endocrinien, soit ce follicule, il va ovuler, soit il n'ovule pas. Eh bien, dans cette circonstance-là, il ne va pas ovuler. Pourquoi il ne va pas ovuler? Parce que pendant cette phase-là, il y a un corps jaune qui est actif et qui sécrète la progestérone. Et la progestérone inhibe le pic de LH et donc ce follicule n'ovule pas. Voilà. D'accord? Donc, à la fin de la phase lutéale, une deuxième vague commence. D'accord? Un groupe de follicules est recruté, un seul est sélectionné, il inhibe les autres, d'accord, qui subissent l'atrésie, et lui, il continue sa maturation. Donc, il devient, je vais aller dans l'autre bout de la représentation, et il devient, qu'est-ce qu'il devient? Follicule ovulatoire, c'est lui qui va ovuler, d'accord? Pourquoi ici il ovule et pas ici? Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Le corps jaune, il va régresser, le corps jaune. Il va être détruit. C'est la lutéolyse. Lyse pour destruction et lutéo pour corps jaune. Parce que le corps jaune s'appelle, les termes latins, c'est corpus luteum. Et c'est de cette appellation latine du corps jaune qu'on a ce terme, la lutéolyse. D'accord? La lutéolyse, c'est la destruction du corps jaune. Une fois le corps jaune détruit, il ne sécrète plus de progestérone pendant cette phase. S'il ne sécrète plus de progestérone, et donc cette inhibition du pic de LH est levée. Il n'y a plus d'inhibition du pic de LH au niveau hypophysaire. Et donc, il va y avoir le pic de LH, on va le voir dans l'autre bout, il va y avoir le pic de LH et donc ce follicule peut ovuler parce qu'il n'y a pas de corps jaune actif. Il n'y a plus de corps jaune actif, il est détruit. D'accord? Il est détruit. D'accord? Et donc, ce follicule va ovuler. Juste avant l'ovulation, la femelle présente ce que l'on appelle le comportement de l'œstrus. L'œstrus, c'est la période de chaleur. Juste avant l'ovulation, il y a la période de chaleur. Et justement, c'est pour ça que chez ces espèces-là, on parle de cycle œstral ou aussi appelé cycle
œstrien. On va voir ça plus précisément et plus en détail dans la vidéo prochaine. D'accord? Donc, la vache, elle a un cycle œstral qui est marqué. Qu'est-ce qui marque ce cycle? C'est l'apparition de périodes de chaleur juste avant l'ovulation. Alors que dans le cas de la femme, alors j'ai pas encore représenté le cycle de la femme, dans le cas de la femme, il y a le cycle, il est marqué au milieu il est marqué au milieu par l'ovulation sur le plan physiologique, mais on ne le voit pas. Mais qu'est-ce qu'on voit? À la fin du cycle, au 28e jour du cycle, en général, il y a les menstruations, c'est la destruction de l'endomètre utérin qui aboutit au saignement vaginal. D'accord? Alors, justement, cette menstruation n'existe que chez la famille des primates, dans la classification. Quelle est la famille des primates? C'est la femme et les singes, les femelles de singes. D'accord? Et toutes les autres espèces, la majorité des autres espèces, qu'est-ce qu'elles ont? Un cycle œstral qui est marqué par l'œstrus qui précède l'ovulation. On représente de façon schématique cette vague de croissance folliculaire. Alors regardez ici, on mesure les tailles des follicules et la durée de la vague folliculaire, ici. Alors, le nombre de follicules qui sont recrutés, de 8 à 40, chez la vache. Donc ici, on a le recrutement. Ça prend 2 à 3 jours pour le développement de ces follicules recrutés, donc leur croissance, leur augmentation de taille. Un follicule est sélectionné. Une fois il est sélectionné, il continue sa croissance au niveau de la taille et bien sûr de l'épaisseur de la granulosa à l'intérieur du follicule, les mitoses, c'est-à-dire il y a plus de cellules de granulosa au niveau du follicule, d'accord? Donc plus d'activité, c'est-à-dire plus d'activité de synthèse d'hormones. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Il continue sa croissance, c'est la phase de dominance. Et une fois, bien sûr, il domine, qu'est-ce qu'il domine? Il domine les autres follicules qui ont arrêté leur croissance ici. Et ils arrêtent leur croissance, donc leur taille diminue. C'est ce qu'on voit ici. La taille diminue et par la suite, ils vont mourir dans le stroma ovarien. Voilà. Et donc ça, c'est une vague folliculaire chez la vache. D'accord? Elle dure 7 à 10 jours et remarquez ici que cette vague folliculaire, première vague folliculaire, la deuxième vague folliculaire, c'est-à-dire dans le cycle, ici je représentais une vache qui a 2 vagues folliculaires. Ça existe des vaches qui ont une seule vague folliculaire. Une seule vague folliculaire et aussi des vaches qui ont 3 vagues folliculaires. Mais en moyenne, la majorité, c'est des vaches à 2 vagues folliculaires. D'accord? Au niveau du cycle. Maintenant, quels sont les paramètres hormonaux, c'est-à-dire les régulateurs hormonaux des différentes phases de cette vague folliculaire? La régulation de la phase d'abord de recrutement, ensuite on va voir la régulation de la sélection, ensuite la régulation de la phase de dominance. D'abord le recrutement, d'accord? Alors, ici je représente schématiquement l'hypophyse lors du recrutement. L'hypophyse, et ici je représente schématiquement les ovaires, les 2 ovaires, d'accord? Et à l'intérieur, les follicules qui sont présents au niveau du recrutement. Regardez, ces follicules la majorité sont sains, ces follicules qui sont recrutés. Alors, je représente par des ronds plus chiffonnés, hein, donc froissés, les follicules qui sont atrésiques. Donc, la majorité des follicules sont sains, d'accord? Ces follicules sont recrutés, bien sûr, à l'état sain. Ils continuent leur croissance. Ils sont bien sûr recrutés. Ils vont démarrer une croissance. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones? Eh bien, à ce moment-là, il y a beaucoup de FSH qui est sécrété au niveau hypophysaire et qui stimule la croissance de ces follicules recrutés. Eh bien, c'est l'effet FSH, c'est l'effet indirect sur le nombre de follicules qui quitte la réserve des follicules dormants. Quitte la réserve, c'est-à-dire recruter, parce qu'il y a tout un stock, il y a des millions de follicules à la naissance chez la femme, par exemple, et quand on regarde le nombre d'ovulations qu'elle a fait toute sa vie, la moyenne, c'est 400 ovulations, d'accord? Il y a toute une réserve de millions de follicules ovariens, d'accord, lors de la puberté. Et donc, bien sûr, il y a un certain nombre de follicules qui, chaque jour, vont quitter cette réserve de follicules pour subir une croissance au niveau de cette croissance terminale, au niveau du cycle. D'accord?
Et comment se manifestent les effets FSH? Par la prolifération des cellules de la granulosa. Il stimule l'activité enzymatique de la cellule de granulosa pour la synthèse de stradiol, l'enzyme c'est l'aromatase, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, on a déjà vu aussi dans la première vidéo la biosynthèse des hormones stéroïdes. Donc, c'est la même cascade de biosynthèse. Et donc, au niveau de la cellule de granulosa, c'est la testostérone qui vient de la cellule de la thèque interne et passe dans la granulosa pour être aromatisée en estradiol. D'accord? Et ça, c'est régulé par la FSH. D'accord? La FSH stimule aussi la production d'inhibine. Et elle inhibe l'expression des protéines de liaison du facteur de croissance insulinique, IGF. D'accord? Protéines de liaison. Si elle inhibe l'expression des protéines de liaison, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que inhibe, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de biodisponibilité de IGF. Il va y avoir plus de IGF libre. Il n'est pas lié aux protéines de liaison. Et donc, cet IGF va exercer un effet paracrine et autocrine. Et donc, ça va augmenter la sensibilité à la FSH, c'est-à-dire qu'il va potentialiser l'effet de FSH sur ces follicules qui sont recrutés. D'accord? Et bien sûr, un autre effet de FSH, il stimule la production d'inhibine, et donc l'inhibine, elle est sécrétée par ces follicules recrutés, et cette inhibine exerce, il y a comme les follicules sont de petite taille, il y a très peu de cellules de granulosa au niveau, il n'y a pas beaucoup de cellules de granulosa au niveau de la couche de granulosa, d'accord, c'est de tout petits follicules, et donc ces follicules stimulés par la FSH, en fait, il y a quand même une masse de cellules de granulosa, mais cette stimulation de FSH permet une sécrétion d'inhibine et de stradiol en faible quantité. Vous allez voir ça. Pourquoi je dis ça? Pour les comparer par rapport au follicule qui est plus grand. Regardez, les follicules ovulatoires, la flèche est encore plus épaisse, c'est-à-dire beaucoup plus de stradiol et beaucoup plus d'inhibine. D'accord? Voilà, donc ces faibles quantités quand même vont agir au niveau hypophysaire et donc ça reste quand même une grande sécrétion de FSH. C'est comme si c'était ça agit pas de façon importante sur la sécrétion de FSH. D'accord? Et donc, voilà, une fois ces follicules sont recrutés et commencent leur croissance grâce à la FSH, eh bien, un follicule parmi ces follicules-là est sélectionné. Alors, une fois un follicule sélectionné, je vais représenter les autres qui sont en train de mourir en atrésie, tout chiffonné. D'accord? Ici, tous les follicules étaient sains. Ici, un seul follicule est sain. D'accord? Voilà. Alors, il y a quand même une certaine quantité de stradiol et d'inhibine qui est plus importante ici parce qu'on a le follicule qui est de plus grande taille, qui est sélectionné, il sécrète plus de stradiol et l'inhibition est plus importante, si bien que la FSH diminue. La FSH ici diminue. Regardez, ici vous avez une grosse flèche et ici une petite, elle est plus fine, donc il y a moins de FSH, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la régulation? Alors, au niveau de la régulation de cette sélection, au niveau de la sélection, il y a une variation de la sensibilité à la FSH, c'est-à-dire le follicule change sa sensibilité à la FSH. Il n'est pas aussi sensible au niveau du recrutement, d'accord? Et en plus, il y a le rétrocontrôle négatif de l'estradiol, de l'inhibine sur la FSH, d'accord? Alors, comment on peut expliquer cette sélection? Pourquoi ce follicule-là est sélectionné et pas les autres follicules? Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Et depuis 2 décennies ou même plus, on n'a émis que des hypothèses. Et en général, les chercheurs émettent l'hypothèse d'un facteur local qui est produit par le plus gros follicule qui est sélectionné et qui inhibe la croissance des autres follicules recrutés. Et c'est ça qui, justement, permet le contrôle strict du nombre d'ovulations chez les espèces. D'accord? Le quota ovulatoire des espèces. Il y a une espèce qui va produire un seul ovule par ovulation. Il y a donc un follicule qui va ovuler, donc un ovule, d'accord? Une ovulation, une seule ovulation. Et il y a des
des espèces qui vont produire plusieurs ovules, donc plusieurs follicules qui sont ovulatoires. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a des espèces mono et des espèces polyovulatoires. Maintenant, la dominance. Au niveau de la dominance, regardez, il y a beaucoup moins de FSH et beaucoup plus de LH. Le gros follicule exerce un effet inhibiteur grâce à l'estradiol et l'inhibine. Beaucoup plus d'estradiol et sur la sécrétion surtout de FSH. D'accord? Il atteint une taille maximale. Tous les autres follicules, regardez, schématiquement, sont chiffonnés, donc ils sont atrésiques. Ça représente l'atrésie folliculaire. Et lui, il est sain. D'accord? Il atteint une taille maximale et tous les autres follicules, ils deviennent atrésiques. C'est l'atrésie des autres follicules qui sont plus petits que lui. Et donc, ils deviennent atrésiques, ils vont mourir. Comment on explique cette dominance? Comment on explique, c'est-à-dire physiologiquement cette dominance? Eh bien, les besoins du follicule dominant en FSH sont réduits. Il n'a plus besoin de beaucoup de FSH, il a beaucoup plus besoin de LH. Et il se prépare justement au pic de LH et à l'ovulation. C'est le pic de LH qui donne l'ovulation, qui provoque l'ovulation. Et comment il se prépare? Il va acquérir des récepteurs à la LH au niveau des cellules folliculaires, au niveau particulièrement les cellules de la granulosa. Les cellules de la tête interne, ils contiennent des récepteurs, même au stade plus petit, ils contiennent des récepteurs à la LH. Mais les cellules de granulosa ne contiennent pas les récepteurs à la LH, ils contiennent les récepteurs à la FSH. Et donc, au stade préovulatoire, au stade de la dominance, en plus des récepteurs à la FSH au niveau de la cellule de granulosa, il contient les récepteurs à la LH. Il développe des récepteurs à la LH. En plus, une autre explication, c'est l'augmentation de la vascularisation, particulièrement chez les primates, donc la famille des primates chez la femme et les singes, les femelles de singes, et donc augmentation du flux sanguin au niveau ovarien. D'accord? Et en plus, il y a la production élevée d'inhibine. Tout ça, donc l'inhibine et l'estradiol inhibent la sécrétion de FSH. D'autres paramètres de contrôle au niveau de la dominance, c'est que chez le follicule dominant, il y a une augmentation de biodisponibilité du facteur de croissance insulinique, l'IGF-1. C'est dû à quoi? C'est dû à la diminution de la liaison de ce facteur insulinique, facteur de croissance insulinique, aux protéines de liaison, binding protein, aux protéines de liaison. D'accord? Pourquoi il y a beaucoup moins de liaisons à ces protéines? Parce qu'il y a des enzymes, les protéases. Qu'est-ce qu'elles font ces protéases? Eh bien, les protéases, ils vont détruire les protéines de liaison. D'accord? Et donc, il n'y a plus de liaison de ces protéines de liaison, IGF-BP. Si les protéines de liaison sont détruites par les protéases, eh bien, cette voie-là d'inhibition de l'IGF-1 est levée parce que c'est-à-dire que une fois s'il n'y a pas de protéase, la protéine de liaison va lier donc le facteur de croissance et donc il va inactiver le facteur de croissance parce que le facteur de croissance pour fonctionner, pour être actif, il faut qu'il soit libre. D'accord? Il faut qu'il soit libre. Ok? Et donc voilà. Et bien sûr, l'IGF-1, il est sécrété par les cellules de la tête interne. IGF-1 et IGF-2. Il y a IGF-1 et IGF-2, surtout on parle de IGF-1, donc il est sécrété par la tête interne, les cellules de la tête interne. Et ça, c'est la granulosa. J'ai représenté schématiquement le follicule, la tête interne, d'accord? Ici, on a la vascularisation, c'est le réseau rose, là, c'est la vascularisation. Et donc, ça, c'est la tête interne. Okay. Ça, c'est la granulosa. Et ça, c'est la cavité du follicule. C'est une représentation schématique. Bien sûr, ici, on a l'ovocyte. D'accord? Au niveau de la cavité du follicule. Alors, on passe maintenant, depuis tout à l'heure, on parle de l'atrésie folliculaire. On va définir qu'est-ce que c'est l'atrésie folliculaire. Eh bien, l'atrésie folliculaire, c'est le devenir naturel de la majorité des follicules. La majorité des follicules.
99,9% des follicules meurent par atrésie. D'accord? C'est une mort par atrésie folliculaire. Et c'est une mort qui se manifeste par une apoptose. C'est une dégénérescence. C'est une apoptose qui est programmée par les gènes. D'accord? Le terme, vous le connaissez très bien. D'accord? Elle est maximale lors de la naissance et pendant la puberté. Et donc, on assiste à la mort à quel niveau? La mort d'abord des cellules de granulosa du follicule, puis la mort de l'ovocyte, puis la mort ovocytaire. Donc, et aussi, il y a l'altération de la thèque interne. Alors, une fois le follicule subit ces phénomènes-là, il finit par mourir et disparaître dans le stroma ovarien. Alors, la régression du follicule jusqu'à sa disparition, c'est ce qu'on aboutit, c'est le devenir de ces phénomènes-là. Et comment elle se manifeste sur le plan morphologique? Eh bien, on a la diminution de la taille, l'accumulation de pycnose, et au niveau fonctionnel, la diminution de l'activité enzymatique de l'aromatisation, qui est l'aromatase, l'enzyme aromatase. Où est-ce qu'elle se trouve? Au niveau des cellules de granulosa. Donc, l'activité, les cellules de granulosa diminuent leur activité de l'aromatase, et donc il y a beaucoup moins, c'est-à-dire la sécrétion de stradiol diminue, parce que l'aromatase, elle joue pour la transfert, au niveau de biochimique, c'est le transfert, la transformation de la testostérone en estradiol. D'accord? Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il meurt sur le plan morphologique et physiologique. L'accumulation de pycnose, c'est quoi ces pycnoses? On va l'expliquer sur le schéma ici. Alors ça, c'est un follicule de vache observé au microscope optique. Eh bien, une partie du follicule, parce que c'est une portion, vous voyez bien que le follicule va continuer tout le tour là. Et ça, c'est la cavité. L'ovocyte entouré par les cellules folliculaires. D'accord? Et ça, c'est la granulosa. Et ça, c'est la tête interne, qui sont séparées par la lame, la membrane basale. La membrane basale. La granulosa, c'est le tissu épithélial, et ici, le tissu conjonctif, juste entre parenthèses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atrésie folliculaire? Eh bien, des cellules commencent à mourir à partir de l'épithélium, ici, de la granulosa. Une fois elles meurent, elles perdent leur jonction communicante et jonction cellulaire avec les cellules voisines. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont partir dans la cavité du follicule. Regardez, on va trouver plein de cellules mortes à l'intérieur de la cavité, et ces cellules mortes s'appellent des pycnoses. On les appelle aussi cellules pycnotiques. D'accord? Et regardez ici, même l'ovocyte est détaché de la granulosa. Regardez ici, c'était le cumulus oophorus qui était plein de cellules tout à l'heure. Donc, on va le voir ici, là, sur le follicule sain, normal, on l'appelle aussi normal, sain ou normal, il n'est pas atrésique. Regardez, ça c'est le cumulé cellules du cumulus oophorus. Eh bien, ils vont aussi mourir et disparaître, et donc l'ovocyte va se trouver tout seul, c'est-à-dire tout seul, je veux dire, qui se trouve au niveau de la cavité, détaché des cellules de la granulosa. Eh bien, s'il est détaché, vous comprenez bien qu'il va mourir. C'est clair qu'il va mourir. Pourquoi il va mourir? Aussi bien les cellules qui sont détachées ici, parce que tout simplement, il était dans la granulosa. La granulosa n'est même pas vascularisée, et c'était l'approvisionnement en tous les nutriments, l'oxygène, tout ça, tous les ingrédients nécessaires, ingrédients entre guillemets nécessaires pour la survie cellulaire, qui parviennent normalement par les vaisseaux sanguins qui sont au niveau de la tête, eh bien, n'arrivent plus. Voilà, tout simplement. Ils n'arrivent plus. Les cellules sont détachées de cette couche de cellules, et l'ovocyte aussi, et donc, ils vont mourir. Et petit à petit, les cellules se détachent jusqu'à disparition de la granulosa et altération de la thèque interne, et bien sûr, la mort du follicule. Ça, c'est le follicule, comparativement au follicule normal qui a sa granulosa bien intègre, aucune cellule détachée dans la cavité, le ovocyte bien protégé avec les cellules folliculaires autour, et qui continue les cellules de granulosa au niveau du cumulus oophorus, et voilà, donc ça c'est un follicule sain comparé au follicule atrésique. Voilà, donc avec ce dernier message, je termine cette vidéo, et je vous remercie.